Ces trois dirigeants se retrouvent à Ankara. Comment la Turquie, la Russie et l'Iran sont-ils devenus les maîtres du jeu en Syrie? C'est la question qu'on se pose ce matin. Ils se retrouvent donc à Ankara, en Turquie aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le processus d'Astana. Alors le processus d'Astana, faute d'être les meilleurs copains, c'est un grémium qui réunit ces trois hommes, ces trois pays. Ils ont commencé à se rencontrer vers les années 2015. Et avec l'idée que même s'ils avaient des divergences sur la question syrienne, eh bien, ils pouvaient avoir des convergences en ce qui concerne le partage de zones d'influence. Et Astana, au fond, c'est ça. Au départ, on parle de créer des zones de désescalade. Peut-être qu'on peut les voir sur la carte parce qu'il y en a eu plusieurs en Syrie. A priori, ce sont des zones dans lesquelles on procède à une sorte de pacification et d'arrangement avec les différentes factions. Vous les voyez ici, évidemment, le nord-ouest. Il y a Homs également. Il y a la région de Dera, tout au sud. Ce sont des régions, en fait, qui ont servi, finalement, à l'instauration, à l'établissement de ces zones d'influence entre ces trois pays. Voilà ce qu'est Astana. C'est une façon aussi de damer le pion à l'Occident. John Kerry, l'ancien secrétaire d'État américain, pourrait raconter combien de fois il a essayé d'envoyer des émissaires dans ce processus, soit à Astana au Kazakhstan, soit ailleurs, et à chaque fois, l'émissaire américain ou occidental trouvait porte close. Voilà, les trois hommes ne veulent pas des Occidentaux, on l'a dit, ils sont devenus les maîtres du jeu dans une Syrie où ils ne sont pas nécessairement dans le même camp. Sur le court terme, leurs intérêts divergent, en revanche, sur le long terme, les choses sont différentes. Alors, sur le court terme, oui, parce que cela concerne le sort de Bachar el-Assad. Pour l'Iran, il est capital que Bachar el-Assad reste au pouvoir parce que c'est finalement le représentant de ce qu'on appelle finalement le meilleur ouvrier de ce qu'on appelle l'arc chiite qui irait de Téhéran à Bagdad en passant par Damas et Beyrouth. Pour la Russie, c'est différent. La Russie s'en fiche relativement, elle dit de toute manière, du moment que l'ordre à Damas est établi et entre les mains de quelqu'un de favorable au régime russe et qui maintient les bases navales russes sur le littoral méditerranéen, tout nous va. Pour la Turquie, en revanche, vieille inimitié entre Erdogan et Bachar el-Assad, ce n'est pas la même chose. Là, la Turquie aimerait bien qu'un jour Bachar el-Assad puisse dégager, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, pour employer un mot à la mode en France, tout simplement pour une raison assez clair, c'est que Erdogan aimerait bien être le phare du monde musulman dans cette région et pouvoir revendiquer finalement à son compte le départ de Bachar el-Assad tout en instaurant un ordre populiste islamique qui n'aurait rien à voir avec ce que réclamaient les révolutionnaires syriens des débuts. Et alors sur le long terme, vous nous le disiez, les choses sont différentes. Alors sur le long terme, les choses sont différentes parce que finalement, vous vous rendez compte que politiquement, entre régimes autocratiques, on arrive à s'entendre en disant qu'est-ce qui peut nous intéresser ? Que les choses bougent le moins possible. Une fois qu'on se sera partagé le gâteau syrien, eh bien si les choses ne bougent pas, on sera copains et même si on a des divergences sur telle ou telle personnalité, l'essentiel c'est qu'on parvienne à une fossilisation d'un nouvel ordre syrien autoritaire. Alors très concrètement, alors que on en parlait hier, l'enclave rebelle de la Ghouta est sur le point de tomber, qu'on est peut-être à la veille d'un tournant majeur dans ce conflit, est-ce que ces trois hommes vont obtenir quelque chose de concret aujourd'hui à Ankara ? Pas forcément. Il s'agit de régler ces problèmes de zone d'influence. On a parlé de jeter les bases à l'occasion de ce sommet à Ankara d'une constitution, d'une nouvelle constitution syrienne. C'est probablement encore trop tôt. Si c'était le cas, ça serait une preuve supplémentaire d'ailleurs de la dépossession de Bachar el-Assad de sa propre souveraineté, puisqu'on serait en train de discuter d'un texte constitutionnel sans lui. Je ne crois pas qu'on ira jusque-là aujourd'hui, mais plutôt sur des questions justement de règlement de zone d'influence. Vous avez vu, vous avez parlé de la Ghouta, c'était l'objet d'un échange. On laissait faire à Damas ce que Bachar el-Assad voulait dans la Ghouta, et en échange, Erdogan faisait ce qu'il voulait, continue de faire ce qu'il veut dans le nord de la Syrie. Est-ce que le plus fort des trois aujourd'hui en Syrie, ce n'est pas lui, Vladimir Poutine ? Bien sûr. Bien sûr, c'est quelqu'un qui a compris qu'il ne pouvait pas être simplement un pion dans l'affaire. Il est aujourd'hui le capitaine de l'équipe dans la mesure où chaque camp, chaque faction est quasiment obligé de passer par Moscou. Même les Turcs, quand ils attaquent Afrin, eh bien, la surveillance aérienne est dominée par les Russes. Ils ont besoin d'autorisation. Prenez la Ghouta. Eh bien, il n'y a pas longtemps, il y a encore 2 jours, un groupe
islamistes, Daesh al-Islam, disaient, pour certains, on veut bien partir à condition que la police russe militaire soit présente dans cette région. Vous voyez donc qu'il y a autour de la Russie une sorte de conglomérat qui fait qu'on ne peut pas se passer d'elle parce que un ou une autre faction est toujours à un moment ou un autre redevable de Moscou de quoi que ce soit, de quelque chose d'important militairement ou politiquement. Le décryptage de Gauthier Rybinski. Merci beaucoup Gauthier.